Après avoir fait le coup de marteau avec tous les milliardaires de la ville, elle finit par le regretter. Les histoires des Pieds-Pots. Dans un petit village reculé du Togo, niché au cœur des collines verdoyantes où les palmiers dansaient au rythme des vents chauds, vivait une petite fille nommée Ama. Ce village, baptisé Kpalimé par ses habitants, était un havre de simplicité rustique, où les toits de chaume des maisons en banco se fondaient harmonieusement dans le paysage ocre de la terre battue. Les routes étaient des sentiers poussiéreux, creusés par les pas des villageois. Ama était née dans une famille extrêmement pauvre, où chaque jour était une bataille contre la faim et les caprices de la nature. Son père, un homme aux mains calleuses nommé Kofi, passait ses journées courbées dans les champs d'igname et de manioc, luttant contre les saisons imprévisibles qui alternaient entre des pluies torrentielles destructrices et des sécheresses impitoyables qui craquelaient la terre comme une peau vieillie. Sa mère, Adjoa, une femme au sourire fatigué mais résilient, vendait des fruits et des légumes au marché local, un lieu bruyant et coloré où les odeurs d'épices se mêlaient à celles de la sueur. Ama était l'aînée de la fratrie, et sans conteste la plus belle fille de la famille, avec ses yeux noirs profonds comme les nuits africaines, sa peau d'un ébène lisse, et ses cheveux tressés en nattes élégantes qui cascadaient jusqu'à ses épaules. À seulement 17 ans, elle avait déjà connu et supporté des charges dignes d'une personne bien plus âgée. Dès son plus jeune âge, elle aidait sa mère au marché, portant des paniers lourds sur sa tête, négociant avec les clients récalcitrants et veillant sur ses petits frères et sœurs. Les jumeaux de 8 ans, Kofi Junior et Akosiwa, espiègles et insouciants, et la petite dernière, Essie, âgée de 5 ans, qui suivait Ama comme son ombre. Ama avait abandonné l'école à l'âge tendre de 10 ans, un sacrifice douloureux, imposé par la réalité économique. Son père ne pouvait plus payer les frais de scolarité modestes, et sa mère insistait pour qu'elle l'assiste dans la vente quotidienne. Les rêves d'Ama, devenir enseignante ou infirmière, s'étaient évaporés comme la rosée du matin sous le soleil ardent. Au lieu de cela, elle apprenait la dure loi de la survie, marchandait pour un meilleur prix, sourire malgré la fatigue et rêver en silence d'un avenir meilleur. À l'approche de ses 18 ans, un âge symbolique où les jeunes filles du village commençaient à penser au mariage ou à une vie indépendante, sa famille organisa une réunion solennelle sous l'arbre à palabres, un vieux baobab centenaire, assis sur des nattes tressées, entouré par les chants lointains des grillons et les rires des enfants jouant au loin. Les parents d'Ama lui parlèrent avec gravité. « Ma fille, il est temps que tu te formes dans un domaine pour garantir ton avenir et aider tes petits frères et ta petite sœur. Nous ne pouvons plus subvenir à tout. Tu es forte, intelligente, va apprendre un métier en ville, comme la couture ou la coiffure, et reviens nous enrichir de tes connaissances. » Ama écouta, le cœur serré, sachant que ce départ signifierait laisser derrière elle les odeurs familières de la terre mouillée après la pluie, les histoires contées autour du feu le soir, dans les moments de grande famine, quand les récoltes étaient maigres et que les ventres grognaient comme des lions affamés, la famille faisait appel à leur oncle riche qui résidait en ville. Cet oncle s'appelait Owade, un homme imposant aux costumes impeccables et à la voix tonitruante, qui visitait sporadiquement le village dans sa voiture brinque-ballante. Owade les aidait de temps à autre avec de petites sommes d'argent envoyées par mandat postal, des billets froissés qui arrivaient comme une bouée de sauvetage. Il était leur sauveur improvisé, particulièrement pendant les saisons sèches où les champs se transformaient en déserts stériles, ou lors des pluies diluviennes qui emportaient les semis naissants. Owade possédait plusieurs villas inachevées dans le village, des structures en béton gris qui témoignaient de sa prétendue richesse, et il se vantait auprès de tous d'être un entrepreneur prospère en ville, gérant des affaires mystérieuses qui impliquaient des contacts influents et des voyages incessants. Vu l'âge d'Ama et la promesse qu'Owade avait faite des années plus tôt, « Quand tu seras grande, je t'emmènerai en ville pour te former et te faire devenir une grande dame. » Les parents supplièrent leur frère de l'aider. Ils lui envoyèrent des messages par l'intermédiaire d'un voisin qui possédait un téléphone portable, et même une lettre manuscrite portée par un voyageur. Les semaines s'écoulèrent dans une attente anxieuse, rythmée par les corvées quotidiennes, Ama aidant son père à sarcler les champs sous un soleil de plomb, ou sa mère à trier les mangues mûres au marché. Enfin, Owade accepta, envoyant un message laconique, « Envoyez-la, je m'occuperai d'elle. » Ama était d'une part transportée de joie à l'idée de quitter le village pour une formation en ville, imaginant déjà les ateliers animés, les machines à coudre ronronnantes et les clientes élégantes. Mais d'autre part, elle était en pleurs, car elle allait quitter ses parents aimants, ses petits frères et sa petite sœur qu'elle chérissait tant. La veille de son départ, la famille se réunit autour d'un repas frugal de fufu et de sauce aux feuilles de manioc. La nuit tombée, sous la lueur vacillante d'une lampe à pétrole, son père et sa mère lui dispensèrent des conseils solennels. « Ma fille, une fois là-bas, fais tout ce que ton oncle te dit. Owade est une bonne personne,
Un homme d'expérience qui peut te mener vers la richesse. Avec ça, nous aurons tous un train de vie meilleur. Écoute-le attentivement, apprends vite ton métier, et concentre-toi sur ta formation pour ouvrir un atelier rapidement et commencer à gagner de l'argent. N'oublie pas tes racines, et envoie-nous des nouvelles souvent. Que les ancêtres veillent sur toi. Ama hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues, promettant en silence de ne pas les décevoir. À l'aube, quand les coqs chantaient leur hymne matinal et que le ciel s'illuminait de teintes orangées, Ama prit le bus pour la ville avec les derniers centimes économisés par ses parents. Le véhicule, un vieux minibus surchargé aux sièges usés et aux vitres poussiéreuses, cahotait sur les routes sinueuses, traversant des paysages changeants. Des collines boisées aux plaines arides, puis aux abords urbains encombrés, toute leur confiance reposait sur ses épaules frêles. Ama, consciente des circonstances précaires de sa famille, se jurait intérieurement de travailler dur pour les satisfaire, visualisant déjà les envois d'argent qui permettraient d'acheter des médicaments pour les jumeaux souvent malades ou de réparer le toit qui fuyait pendant les pluies. Une fois en ville, à Lomé, la capitale bouillonnante, Ama fut éblouie par le contraste saisissant. Avec ses habits sales et rapiécés, son vieux sac en toile usé sur l'épaule, elle observait bouche bée les voitures de luxe qui filaient sur les avenues asphaltées, les grands immeubles vitrés, aux façades miroitantes comme des miroirs géants. Les rues grouillaient de vie, vendeurs ambulants criant leurs marchandises, motos zigzagant entre les voitures, et l'air rempli d'odeurs mixtes de street food, akpans fumants, brochettes grillées et d'échappements polluants. Ama se croyait au paradis, un monde de possibilités infinies où elle pourrait enfin s'épanouir. « Je ferai tout pour devenir une grande dame ici », se dit-elle, le cœur battant d'excitation et d'appréhension. Après plusieurs heures de marche harassante sous la chaleur étouffante, guidée par les indications approximatives d'Owadé, Ama arriva enfin à la résidence de son oncle. La maison était une villa imposante, entourée d'un mur haut surmonté de barbelés, avec un portail automatique qui s'ouvrit dans un grincement métallique. À l'intérieur, un jardin manucuré avec des palmiers nains et des fleurs exotiques menait à la bâtisse blanche aux volets bleus. Des voitures haut de gamme, une Mercedes noire lustrée et un SUV Toyota rutilant étaient garés dans l'allée pavée. Owadé l'accueillit chaleureusement, avec un hug enveloppant et un sourire large qui masquait ses yeux calculateurs. « Bienvenue ma nièce, tu as grandi, dis donc. Installe-toi dans cette chambre, c'est la tienne maintenant. » Elle a fait le coup du marteau avec tous les milliardaires du pays et finit par le regretter. Partie 2. Les histoires des pieds-pots. La chambre était modeste mais confortable. Un lit avec un matelas moelleux, une armoire en bois et une fenêtre donnant sur la cour. Mais dans la maison d'Owadé, Ama découvrit rapidement qu'elle n'était pas seule. Il y avait 7 autres belles jeunes femmes, toutes dans la vingtaine, aux silhouettes élancées et aux tenues provocantes. Robes moulantes, maquillage impeccable et bijoux clinquants. Elle se nommait Liane, une Camerounaise aux boucles d'oreilles en or massif. Fatou, une Sénégalaise au rire contagieux, et d'autres venues de divers horizons africains. Ama pensa initialement qu'elles étaient les épouses ou les concubines d'Owadé, ou peu, être des parentes éloignées. Chaque matin, Ama se levait aux aurores pour faire le ménage, laver la vaisselle accumulée et astiquer la devanture de la villa jusqu'à ce qu'elle brille. Son oncle ne mentionnait jamais la formation promise, ni aucun travail légitime. Elle se sentait comme une domestique non payée, mais se consolait en pensant que c'était une période d'essai, une façon pour Owadé de couvrir les frais futurs de sa formation. « Patience, Ama, tout vient à point », se répétait-elle en frottant les vitres. Avant de continuer, laissez un like sur cette vidéo, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos publications à venir. Owadé passait ses journées au téléphone, sa voix résonnant dans la villa comme un écho incessant, négociant des deals obscurs avec des hommes riches en costume 3 pièces qui venaient en visite. Il prétextait envoyer les filles pour le travail. Mais Ama remarqua un pattern étrange. Toutes les filles restaient oisives à la maison pendant la journée, se prélassant au bord de la petite piscine ou scrollant sur leur smartphone dernier cri. Mais dès 21h, une voiture luxueuse, souvent une limousine noire aux vitres teintées, arrivait pour les emmener. Elles revenaient aux petites heures du matin, vers 4 ou 5 heures, épuisées, mais chargées de sacs de shopping ou d'enveloppes épaisses. Intriguée, Ama osa un jour demander à Liane, « S'il vous plaît, Liane, vous faites quoi pour vivre comme ça? Dans cette maison, on vit comme des riches. Piscine, vêtements de marque, iPhones. Mais vous ne parlez jamais de travail normal. » Liane, avec un sourire énigmatique et un haussement d'épaules, répondit simplement. « Du business, ma sœur. On fait du business. C'est tout ce que tu dois savoir pour l'instant. » 6 mois s'écoulèrent ainsi, un temps qui parut une éternité à Ama.
Elle n'avait toujours pas été inscrite dans un atelier de formation. Et ses journées se résumaient à des tâches ménagères ingrates. Ses parents appelaient sporadiquement sur son vieux téléphone Nokia, s'enquérant de ses progrès, et elle mentait pour ne pas les inquiéter. Tout va bien, je commence bientôt la couture. Un matin, à l'aube, alors que les premiers rayons du soleil filtraient à travers les rideaux, Owade l'appela dans son bureau somptueux, meublé d'un desk en acajou et de trophées douteux. « Ama, tu vis dans cette maison depuis plus de 6 mois maintenant. Tu manges à ta faim 3 fois par jour, je te donne de l'argent de poche pour envoyer à tes parents, et tu as pu t'acheter de nouveaux habits. Mais aujourd'hui, je vais te montrer comment gagner toi-même, sans dépendre de moi éternellement. Regarde les filles qui sont ici comme toi, leurs robes de designer, leurs iPhones dernier modèle, leurs sacs Louis Vuitton. Je veux que tu sois comme elles, que tu rendes fiers tes parents en les sortant de la misère. » Ama, le cœur gonflé d'espoir, était folle de joie. Elle avait attendu ce moment avec impatience. Owade poursuivit, son ton se faisant plus persuasif. « Ma fille, je te branche à mon business que j'appelle le Bizilux. Ici, pas besoin de 4 ans d'études pour commencer à gagner. Si tu es prête et chaude, tu peux démarrer ce soir même, à 22h. » Ama, confuse mais excitée, demanda « S'il vous plaît, mon oncle, expliquez-moi en détail. C'est quoi exactement ce Bizilux ?» Owade s'adossa dans son fauteuil en cuir, allumant une cigarette dont la fumée emplissait la pièce d'une odeur âcre. « C'est simple. Je te connecte à des hommes riches, des hommes d'influence, des politiciens, des businessmen, des expatriés. Tu passes un moment intime avec eux, un dîner, une soirée, et en échange, ils te donnent de l'argent, de grosses sommes. Des fois, juste pour des photos ou vidéos intimes envoyées par téléphone, tu peux empocher des milliers de francs CFA sans même sortir. » Ama explosa de colère, ses yeux s'écarquillant d'horreur. « Mon oncle, mais ce n'est pas de la prostitution? Comment pouvez-vous me proposer ça? Je suis venu pour une formation honnête. » Owade rit doucement, minimisant. « Non, non. La prostitution, c'est pour les filles des rues qui risquent leur vie au bord des routes sombres. Ici, dans le Bizilux, c'est du haut niveau. Tu restes à la maison, je trouve les clients via mes contacts, et tu vas seulement pour le travail. C'est discret, lucratif et bénéfique. Pense à ta famille, Ama. » Ama refusa catégoriquement, tremblante de rage et de déception. Owade, furieux, menaça de la chasser, mais se ravisa en pensant à la réputation qu'il entretenait au village. Un homme d'affaires prospère, un pilier familial. « Qu'est-ce que tes parents penseraient de moi si je te renvoyais sans raison ?» marmonna-t-il pour lui-même. Dès lors, son attitude changea. Il devint froid, ne lui donnait plus d'argent pour ses parents et augmenta ses corvées. Il renvoya même la domestique professionnelle, déposant toutes les tâches sur les épaules d'Ama, cuisiner pour tout le monde, laver les vêtements des filles, nettoyer la piscine. Les semaines passèrent dans une tension palpable, Ama travaillant du lever au coucher du soleil, son corps épuisé mais son esprit rebelle. Jusqu'au jour où sa mère appela sur le petit téléphone qu'Ama avait emporté du village. La voix d'Adjoa était brisée, entrecoupée de sanglots. « Ma fille, ton père ne se porte pas bien du tout. Aujourd'hui, au champ, il s'est coupé la cheville accidentellement avec sa machette. La plaie est profonde, infectée. Et tes 2 petits frères jumeaux ont attrapé le paludisme. Ils tremblent de fièvre et délire. Nous n'avons pas d'argent pour les médicaments ou l'hôpital. » Ama, assise sur son lit, pleura à chaudes larmes, imaginant la souffrance de sa famille. « Nous avons appelé ton oncle plusieurs fois, en vain. Il ne répond pas. Va lui parler pour nous, s'il te plaît. Les docteurs refusent de commencer les soins sans paiement préalable. Ton père et tes petits frères ont besoin de toi urgemment. Sans aide, ils pourraient. » La voix de sa mère s'étrangla. Le cœur brisé, Ama se rendit dans le bureau d'Owade, les yeux rougis. Elle le supplia, mais il refusa net. « Tu traites mon business d'illégal, mais ta famille se nourrit de cet argent depuis des années. Regarde ma fille, c'est la meilleure occasion pour toi. Il est presque 22h. Rejoins-nous pour le travail de cette nuit, et je m'occupe de tout pour tes parents. » Ama se souvint des paroles de sa mère, de la pression écrasante, des images de son père gisant au sol et des jumeaux fiévreux. Sous le poids du désespoir, elle accepta, la voix tremblante. « D'accord, oncle. Je le fais pour eux. » Owade, triomphant, ordonna aux filles de la préparer. Lion et Fatou la maquillèrent avec expertise. Fond de teint pour illuminer sa peau, rouge à lèvres carmin. Elles lui prêtèrent une robe rouge moulante, des talons hauts et des bijoux scintillants. À 22h, Ama était méconnaissable. Splendide, très belle, plus que les autres filles avec son charme naturel et innocent. Owade hocha la tête approbateur. « Oui, c'est ça, ma fille. Tu vas les éblouir. » Cette nuit-là, elle fut envoyée chez un vieux chef d'entreprise,
Un homme bedonnant aux cheveux grisonnants, dans une suite d'hôtels luxueuses surplombant la mer. Le moment fut humiliant, mécanique, mais à la fin, il lui glissa une enveloppe contenant 3000 euros. une fortune inimaginable. De retour à la villa à 5 heures, épuisée et confuse, elle demanda « Et mes parents, ils vont bien ?» Owade, souriant. « Hier soir, quand tu es sorti, j'ai tout géré. J'ai envoyé l'argent. Tes parents sont bien maintenant. T'inquiète pas. » Le lendemain, sa mère appela, joyeuse. « Ma fille, merci. Ton oncle a envoyé une somme généreuse. Ton père est hospitalisé. Les jumeaux reçoivent des médicaments. Tout va bien grâce à toi. » Ama, encore sous le choc, se sentit étrangement euphorique. Elle a fait le coup du marteau, avec tous les milliardaires du pays, et finit par le regretter. Partie 3. Les histoires des pieds-pots. Ouah, c'est quel travail ça. Une seule nuit, et je suis millionnaire en francs. Ce business est prometteur. Je peux sauver ma famille. Owade prenait un pourcentage substantiel, 40%, sur chaque somme que les clients donnaient à ses modèles. Ama, avec sa beauté captivante et son charme naïf qui séduisait les hommes, trouva un plaisir pervers dans cette entreprise, un mélange d'adrénaline et de pouvoir. Les semaines défilèrent, et elle devint la numéro 1 du groupe. Tous les clients la demandaient, la surnommant la perle du Togo. Elle était douce, attentive, feignant l'intérêt pour leurs histoires de pouvoir et de richesse. Les autres filles, jalouses, murmuraient dans son dos. Elle nous vole nos clients avec son air innocent. Ama et Owade faisaient fortune ensemble. Elle envoyait de l'argent hebdomadaire à ses parents, qui purent rénover leur maison, acheter des semences de qualité, et même inscrire les jumeaux à l'école voisine. Des mois passèrent, Ama accumulant des biens. Vêtements de marque, bijoux, un compte bancaire gonflé. Mais la tension avec Owade grandit. Un jour, elle vint se plaindre dans son bureau. « Owade, je ne vais plus travailler avec toi. Tu gagnes trop de commissions dans notre dos. Ton pourcentage est exorbitant, presque la moitié. Je peux gérer seule maintenant. » Elle lui parlait désormais d'égal à égal, sans le titre d'oncle. Elle fit ses bagages, et s'installa dans une villa qu'elle avait achetée cash, une demeure moderne avec piscine infinity et vue sur l'océan, accompagnée d'une voiture sportive rouge qu'elle conduisait avec assurance. Ama était aux anges. Elle empochait tout, sans intermédiaire. Elle menait une vie de luxe effrénée, plage privée où elle sirotait des cocktails sous les parasols, hôtel 5 étoiles pour des week-ends solitaires, soirées dans des clubs huppés où la musique pulsait comme un cœur affolé. Elle avait tous les contacts des clients d'Owade, volés discrètement de son répertoire, et ne manquait de rien. Manucures hebdomadaires, shopping à Paris via des vols charters, et une garde-robe débordante. Ce qu'Ama ignorait, c'est qu'Owade évitait délibérément certains hommes riches, des individus dangereux, impliqués dans des rituels occultes, des marabouts puissants qui utilisaient la magie noire pour accroître leur fortune. Un soir, alors qu'elle se relaxait dans son salon au meuble design, elle reçut un message anonyme. « J'ai pris ton numéro via un ami. On m'a dit que tu gères bien le travail. Je te paie 50 000 euros. pour une nuit. Viens me donner du plaisir dans ma suite au Radisson. » Ama, ébahi par la somme astronomique, accepta sans hésiter, voyant là une opportunité de doubler sa richesse. La nuit fut étrange. Le client, un monsieur mystérieux aux traits anguleux et à la voix grave, insista pour éteindre toutes les lumières, prétextant une préférence pour l'obscurité. Le rapport fut intense, presque violent, et Ama nota mentalement. « Ce monsieur est bien doté, je mérite ce prix. » Mais elle ne savait pas qu'au moment culminant, il avait introduit un objet rituel dans son ventre. Un talisman imprégné de sorts maléfiques. 3 jours plus tard, Ama ressentit un malaise abdominal lancinant, comme si des aiguilles la transperçaient de l'intérieur. « Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai très mal. C'est quoi ce truc ?» Elle se rendit à l'hôpital privé le plus réputé de Lomé, subissant examens et analyses, scanners, échographies, tests sanguins. Les médecins, perplexes, conclurent. « Rien, madame. Vous allez bien. Pas de grossesse. Pas d'infection visible. Pas de tumeur. Peut être du stress. Prenez ces antidouleurs. » De retour chez elle, la nuit fut un calvaire. Insomnie, sueur froide, et une envie irrépressible d'uriner. Dans la salle de bain luxueuse aux carreaux marbrés, alors qu'elle s'accroupissait, de petits serpents visqueux, noirs comme l'ébène, sortirent de son utérus, rampant sur le sol humide. « Jésus! Jésus! C'est quoi ça? » « Un cauchemar !» hurla-t-elle, terrifiée, avant de s'évanouir sur le carrelage froid. Au lever du soleil, Ama se réveilla faible, souffrante, avec des douleurs partout. Peau pâle et tachetée de marques noires inexplicables. Elle semblait vieillir à vue d'œil, ses cheveux perdant leur éclat, ses yeux s'enfonçant dans leurs orbites. Elle consulta d'autres médecins, des spécialistes venus de l'étranger,
Mais toujours le même verdict. Analyse négative. Vous êtes en parfaite santé physique. Pourtant, chaque matin, les serpents réapparaissaient, causant une agonie insoutenable à chaque expulsion. Désespérée, elle alla expliquer à Oadé, lui donnant le nom du client. Il fut horrifié. « Ma fille, tu te vois comme une grande dans cette ville, mais tu as touché à un ritualiste puissant, un de ceux que j'évitais. Je ne sais pas quoi faire pour toi. Va-t'en de chez moi avant que ça ne m'atteigne. » Amma, seule et brisée, ne pouvait plus se taire. Elle rentra au village, amaigrie et méconnaissable, pour tout raconter à ses parents. Le faux business, la prostitution, l'enrichissement, la malédiction. Ils pleurèrent ensemble, admettant leur part de responsabilité. C'est de notre faute. Nous t'avons poussé sans réfléchir, comptant de l'argent sans poser de questions. Pardonne-nous, ma fille. La famille fit le tour des villages voisins, consultant tradipraticiens, herboristes aux remèdes ancestraux faits de racines et de feuilles sacrées, et guérisseurs, invoquant les esprits. Un vieux sage diagnostiqua. Ma fille, ce qui t'arrive n'est pas naturel ou physique, c'est spirituel, un vol de destinée par un ritualiste. Les hôpitaux ne peuvent rien, sans solution, tu mourras lentement. Amma pleurait chaque jour, les serpents continuant leur macabre danse. Son père l'emmena chez des marabouts renommés qui tentaient des incantations avec des amulettes et des bains rituels, mais rien n'y faisait. Un soir, sa mère, pieuse, l'amena chez un pasteur connu pour sa foi inébranlable et ses miracles documentés, le révérend Akoto, dans une église modeste aux bancs en bois usés. Le pasteur, un homme aux yeux perçants, prit la main d'Amma et pria. « Je vois les démons qui possèdent ton corps, envoyés par ce rituel. Pour ta délivrance, tu dois accepter Jésus dans ta vie, renoncer à cette vie de péché, et te repentir sincèrement. » Amma, à genoux, accepta de tout cœur. « Seigneur, je te donne ma vie. Pardonne-moi mes erreurs. » Le pasteur organisa une retraite spirituelle. Ils allèrent dans la brousse isolée, un lieu sauvage où les arbres formaient une cathédrale naturelle, jeûnant 30 jours et 30 nuits, priant sans relâche, lisant la Bible à voix haute. Amma, affaiblie mais déterminée, revenait chaque jour au village pour se reposer, soutenue par sa famille, qui priait avec elle. Au 30e jour, un miracle se produisit. Amma ne ressentit plus de douleur, et aucun serpent n'apparut. « Alléluia! Dieu t'a délivré du mal !» s'exclama le pasteur. Au même moment, dans le sanctuaire secret du milliardaire ritualiste, un ange vengeur apparut dans ses visions, le fouettant spirituellement, jusqu'à ce qu'il devienne fou, hanté par ses propres démons, errant nu dans les rues de Lomé. Amma revint au village avec le pasteur. Ses parents, en larmes de joie, remercièrent Dieu et l'homme de foi. Encouragée par sa famille, Amma trouva un nouveau mode de vie. Elle devint une servante de Dieu, prêchant son nom dans les villages alentours, partageant son témoignage pour avertir les jeunes filles des dangers de la ville. Avec les années de prostitution, elle avait subi plusieurs avortements clandestins, perdant son utérus et devenant stérile. Mais elle transforma sa douleur en mission. Utilisant son argent restant, elle fonda un orphelinat, adoptant des enfants abandonnés, les instruisant avec soin. Ces enfants obtinrent de bons diplômes. Ingénieur, médecin, enseignant, et Amma, brillante évangéliste, voyagea même en Europe pour des conférences, inspirant des milliers par son histoire de rédemption. Sa vie, autrefois brisée, devint un phare d'espoir, prouvant que même des ténèbres les plus profondes, la lumière divine peut émerger. La vie offre souvent des raccourcis séduisants, mais les choix faciles mènent rarement à la paix. La véritable grandeur se construit dans la patience, la droiture et le courage de dire non à l'injustice, même quand la faim et le désespoir nous pressent. Celui qui tient ferme sa dignité trouve toujours, tôt ou tard, une délivrance et une destinée bien plus grande que ce qu'il imaginait. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'à la fin. N'hésitez pas à commenter en indiquant depuis quel pays vous nous suivez. D'autres histoires très intéressantes sont disponibles sur la chaîne, alors n'hésitez surtout pas à y faire un tour. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.